Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on alterne et on bascule. On alterne les plaques d'immatriculation, bien sûr. Le Parisien, ça roule pour les impairs. La Nouvelle République, les particules irritent les automobilistes. Et l'Opinion, la France, cancre de la lutte anti-pollution. Pour la bascule, la Crimée a choisi la Russie. Le Figaro, la Crimée vote son rattachement à la Russie. L'Humanité, sécession sur bulletin de vote. Et Libération, sous la houlette russe. Et puis la Croix lance un mois d'enquête sur les mutations à l'œuvre dans le monde. Mutations économiques, numériques, génétiques. Un monde nouveau, avec une interview inaugurale de Jean-Claude Guibaud citant Cornelius Castoriadis. Une société montre son degré de civilisation dans sa capacité à s'auto-limiter. La Crimée, pour commencer, Natacha. Oui, sous la plume de certains éditorialistes, il devient difficile, au bout de 3 semaines de crise aiguë, de trouver chaque jour des mots plus définitifs. Dans Libération, Fabrice Berthelot s'essaye à celui de putsch politique et militaire pour qualifier le fractionnement de l'Ukraine. Bon, oubliant que son journal avait applaudi au fractionnement de la Fédération de Serbie et à l'indépendance du Kosovo. Dans l'article d'à côté, Sébastien Gobert explique que les résultats du référendum n'ont aucune valeur puisque les opposants ont boycotté, et notamment ces Tatars de Crimée déportés par Staline pour avoir, écrit-il, soi-disant collaboré avec les Allemands. Et un peu plus loin, Hélène Despik-Popovitch raconte comment cette crise vient de faire émerger une unité nationale ukrainienne, qui donc n'était que virtuelle avant, semble-t-elle dire. Cette Ukraine, écrit-elle, serre les rangs au point d'y accepter des partis qui flirtent avec l'extrême droite. Le lecteur de Libé sera tout étonné d'apprendre qu'en Ukraine, flirter avec l'extrême droite, ça n'est pas si grave. Et s'il veut savoir exactement quelle réalité recouvre cette expression un peu floue, il ouvrira Le Monde, pourtant peu soupçonnable de relayer la propagande russe. On y découvre ces néo-nazis à ceinturon SS, désormais installés dans un bureau de la mairie de Kiev et qui rêvent d'obtenir pour leur milice des permis de port d'armes. Jacques Camus, dans La République du Centre, résume assez bien les conséquences de ces partis pris. Diaboliser Poutine, écrit-il, n'a servi qu'à conforter sa position en Russie, où le nombre de satisfaits est passé de 27% à 67% de la population depuis l'occupation de la Crimée. Il faut dire aussi que les chaînes d'opposition n'ont pas tellement voix au chapitre en Russie. Non, ça compte aussi dans la fabrication de l'opinion publique. Alors qu'on fait feu de tout bois sur la pollution, Natacha, vous nous emmenez en forêt maintenant. Oui, parce qu'on apprend en lisant les articles sur la pollution aux particules fines dans Libération ou dans Le Parisien que le bois de chauffage est responsable de 23% des émissions de particules fines en Île-de-France. Pourtant, un autre article du Parisien raconte que le bois de nos forêts a une destination en fait très surprenante. 15% des chênes coupés en France partent en Chine. Un chiffre en hausse constante puisque les entreprises chinoises achètent 80% de nos exportations de chênes et de hêtres, avec pour conséquence une hausse des prix pour les scieries françaises. Le bois, lui, part en Chine, où il entre sans aucune taxe, et en ressort sous forme d'agglomérés taxés à la sortie, pour fabriquer des meubles à destination de la France, entre autres. Avec un professionnel qui précise que ça coûte moins cher de faire venir des panneaux de bois par bateau de Chine que par la route en provenance du sud de la France. Bon, pour ce qui est de la pollution, en revanche, c'est plein pot. Évidemment. Quand on lit les journaux ce matin, on se dit que les femmes en politique, ça progresse. Oui, les femmes sont très présentes dans les articles ce matin. Alors à l'occasion des municipales, bien sûr, on les trouve dans un article de Elle sur le programme du FN à destination des femmes, puisqu'elles votent de plus en plus pour le parti de Marine Le Pen, alors qu'elles n'auraient jamais voté pour le père. Donc elles décryptent ce programme. Elles sont aussi dans Le Monde, dans cet article sur les jeunes filles musulmanes et leur voile 10 ans après la loi interdisant le voile à l'école. Une loi qui a été respectée, mais qui, selon le journal, aurait crispé la société en focalisant sur le voile, en donnant à certains l'envie de l'interdire partout, tandis que les jeunes filles voilées, elles, en faisaient un étendard. La faute à cette loi? Alors on se pose la question. À cette loi, ou bien est-ce qu'il a fallu cette loi pour limiter des revendications qui amplifiaient les crispations? Enfin, il faut lire dans Elle cette enquête. Être mère en prison, la culpabilité de n'être plus là pour ses enfants, l'incompréhension des tout-petits, le poids sur leurs épaules quand une mère, par exemple, dit à son enfant de 4 ans « Si tu n'étais pas là, je me tuerais ». Et puis le retour à la maison qui est tellement déstabilisant et surtout toutes ces vies fragilisées. Les femmes encore, êtes-vous plus ou moins scientifiques que nous ? Question est posée. Oui, en fait, la question est plus vaste. Il y a moins de femmes en sciences, mais il y a surtout très peu d'étudiants qui choisissent les sciences. Dans Les Échos, un article explique le phénomène préoccupant du manque d'ingénieurs en France et plus généralement en Occident. 130 000 emplois vacants en France. Études trop longues ou trop abstraites, informations insuffisantes, stéréotypes de genre. Les raisons avancées semblent bien légères pour expliquer que les prétendus digital natives, comme on dit, ne s'intéressent absolument pas au fonctionnement de ces nouvelles technologies qu'ils consomment. Comme si Internet et les smartphones avaient développé la pensée magique plutôt que l'envie de maîtriser et de comprendre. Et on termine avec le vrai sujet du jour, Natacha. Mais oui, le Figaro Santé consacre un grand article à ce problème crucial. Êtes-vous chien
ou chat? Ah, Mais oui, grande question. Sauf que les Échos nous apportent une réponse, pour ce qui est au moins d'Angela Merkel. Elle n'est pas du tout chien, elle aurait même une phobie. Du coup, en 2006, lors d'une visite officielle, Vladimir Poutine s'est fait un plaisir de lui offrir un chien en peluche. Un an plus tard, il la reçoit dans sa résidence de Crimée et il laisse son labrador lui sauter au cou. Oui, la diplomatie, c'est la guerre entre chiens et chats, continuée par d'autres moyens. évidemment. Oh non, Julie, elle n'aime pas les chats, Julie, toujours pareil. Non.